Ravi de vous retrouver ce 9 juin. Bon matin, bon lundi de Pentecôte à tous et surtout, bonne émission à nos côtés. C'est grâce à vous, vous le savez, que se tient ce rendez-vous matinal quotidiennement. Allez, une fois encore, on va faire chemin ensemble de 7h à 9h. Bienvenue dans votre programme matinal d'information et d'actualité. Génial. Bonjour. Bonjour Rachida. Comment tu vas ce matin? Très bien, et toi-même? Ça va. Bon lundi de Pentecôte déjà. Merci, à toi. pareil. Le bulletin d'information, c'est avec toi et c'est dans un moment. Avant, on décline le menu de ce jour. Ce lundi est un jour décisif pour nos guépards. Ce lundi soir, à Fès, notre 11 national affronte les Lions de l'Atlas dans un match test qui dépasse le simple cadre d'une préparation à la Coupe d'Afrique des Nations 2025. Et ce rendez-vous est surtout chargé d'émotions et de symboles, ravivant le douloureux souvenir de l'élimination du Maroc en 8e de finale de la CAN 2019. Le match de la revanche, c'est une question qu'on se pose donc. On en parlera dans le sport en toute fin d'émission et l'ORTB, pas l'ORTB, Bénin TV, évidemment, est au rendez-vous. Prenez le rendez-vous, c'est à 21h. L'instant politique de ce jour reçoit le député Hassan Seibou. Avec lui, on parle de diplomatie parlementaire, notamment à travers la 31e Assemblée régionale Afrique de l'APF qui s'est tenue au Bénin, vice-président de la section béninoise de l'APF et président du comité d'organisation. Hassan Seibou nous fera un point de ce qu'a été cette rencontre cruciale pour l'Afrique francophone qui se retrouve aujourd'hui face à elle-même. Notre chroniqueur politique Marcel Arossi mènera l'exercice de questions-réponses à mes côtés. Et toujours au menu, notre débat du jour s'intéressera au bras de fer entre l'Union progressiste et le Parti du Renouveau démocratique. Son président Adrien Rungweji clame haut et fort que son parti n'est pas mort. Après sa fusion avec l'Union progressiste en 2022, le PRD continue-t-il d'exister en tant que personne morale? Maître Poyon, avocat au barreau du Bénin, nous en dira plus. Restez avec nous et surtout opinez sur nos plateformes en répondant à la question du jour qui est celle-ci. Quelle est votre analyse du conflit actuel entre le PRD et l'UP? Les pages Facebook, WhatsApp et Twitter de Bénin TV vous attendent. Allez, place maintenant au bulletin d'information. Madame, Monsieur, bonjour. Merci de nous choisir pour vous informer en ce début de semaine. Les populations de Banikwara sont désormais éclairées sur les grandes réalisations du gouvernement de 2016 à 2025. Une séance d'échange à bâton rompu s'est tenue avec le porte-parole du gouvernement à la Maison des Jeunes et Loisirs de Banikwara. Une séance aux allures de reddition de comptes. C'est ce que nous disent Judicaël Aïna et Nestor Sela. On regarde ensemble. C'est plus de 3 heures d'échanges intenses entre le porte-parole du gouvernement et la jeunesse de Banikwara. Venue des 10 arrondissements de la cité de l'Or Blanc, la jeunesse a exposé aux représentants du gouvernement ses préoccupations légitimes. Nous avons pris des engrais un peu partout, mais le prix de l'engrais a augmenté, mais nous n'avions pas entendu le prix du kilogramme de coton qui est resté intact. Depuis 4 ans, à cause de la guerre en Ukraine, les intrants ont pris du prix. Parce que beaucoup d'intrants viennent de ces pays-là. Ce que nous vendons à 17 000, là, dans les pays voisins, vous allez trouver ça à 28 000, 30 000, 32 000. C'est pour ça que, quand nous mettons des subventions pour rendre les intrants disponibles, nous disons pardon aux agriculteurs. Ne sortez pas vos intrants pour aller les vendre dans les autres pays. Si les conditions permettaient d'augmenter encore, pourquoi les mêmes qui ont fait hier ne peuvent pas faire aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est 300 francs. Le coton, le soja, le cajou, le coton, le maïs et autres. De façon générale, ce n'est pas le gouvernement qui fixe les prix. Non, ce sont les acteurs, les producteurs, les éleveurs, les transformateurs, quand ils ont une interprofession. L'insécurité qui règne dans les zones frontalières s'invite dans les échanges et le porte-parole du gouvernement rassure. Si nous sommes unis, nous sommes soudés, nous sommes plus forts que tous les problèmes qui peuvent se poser à nous et donc nous sommes plus forts que ce phénomène qui menace nos enfants. Et c'est pour cela que le Bénin tend la main à ses frères des autres pays
pour leur dire, face à ce phénomène-là, mettons nos moyens ensemble. Entre autres préoccupations de la jeunesse, la commercialisation du soja, le code électoral, le prix des intrants agricoles, la réfection des pistes rurales, le reversement des 35 000 aspirants au métier d'enseignant. Le reversement des AME. Où est-ce que qui a posé la question AME? Vous êtes AME primaire ou secondaire? Secondaire, quelle promotion? La première promotion, ça va commencer cette année. Dans la commune de Banikwara, nous n'avons qu'un seul barrage. Vous avez dit qu'il y a un seul barrage. Mais moi, je dis pour l'instant. Parce que je sais que ce gouvernement est en train de faire des aménagements hydro-agricoles pour maîtriser l'eau, afin que, même hors les saisons de pluie, l'eau soit disponible pour l'élevage et pour l'agriculture. Depuis 2016 à maintenant, nous avons multiplié déjà par 3 le nombre ou la superficie hydro-agricole aménagée. Et nous sommes en train de travailler actuellement sur 12 000 autres hectares et en projection 50 000 hectares d'ici les prochaines années. Maintenant, les pistes. En plus de ce que la commune fait, le gouvernement chaque année traite un certain nombre de pistes dans le pays. Depuis, nous sommes en moyenne à 12 000 km de pistes. Il y a quelques jours seulement au Conseil des ministres, on a annoncé des travaux sur un certain nombre d'axes, aussi bien des routes bitumées que des routes en terre. Après l'étape de Banikwara, le porte-parole du gouvernement a aussi échangé avec les jeunes des autres communes du département de l'Alibori, à savoir Gogounou, Segbana et Kandi. Objectif, donner les vraies informations relatives aux chantiers engagés depuis 2016 par le président Patrice Talon. Ils sont tous unanimes sur l'impact des grandes réalisations du gouvernement dans leurs différentes localités. Patrice Talon a vite fait diriger Kandi en chef de département. Ce que personne n'a jamais rêvé à voir en ce moment-là. C'est là la cité administrative en construction. À remercier le gouvernement pour le choix du site de Toulaye pour la phase pilote du projet de sédentarisation. Derrière ces reconnaissances, les jeunes expriment au nom de leur communauté quelques besoins au gouvernement. Il y a vraiment un problème d'eau à l'endroit des femmes des zones reculées dans la commune de Kandi, notamment en Garadébou. Gogounou est la seule commune dans les 77 communes du Bénin qui n'a aucune voie pavée au moins de centimètres. À Kandi aujourd'hui, plus personne ne va me parler de l'asphaltage. Mais s'ils en parlent, je suis sûr qu'ils vont dire, bon, on a vu ça commencer. Donc, avant de faire de nouvelles rues dans Kandi, on sera tous d'accord pour que ces bananes Gogounou, même si c'est 2 rues, 3 rues à asphalter, que le prochain programme puisse les intégrer, non? C'est comme ça qu'on se développe tous globalement. L'action publique conduite par le président Patrice Talon rassure d'un lendemain meilleur pour les 77 communes du Bénin. L'argent que le gouvernement envoie aux communes, qu'on appelle le fonds FADEC, on a amélioré. Avant 2016, ce que le gouvernement envoyait aux 77 communes, on a multiplié par 5. Nous sommes à au moins 50 milliards. Il y a du progrès et vous devez avoir l'assurance, vous devez être en confiance. Moi, franchement, chers amis jeunes, si on regarde au moins ces dernières années et on voit qu'on bavarde moins dans le pays, on pose des actes, ça produit du résultat. On doit se dire, si nous continuons comme ça, même après le président Talon, dans quelques années, on a réglé nos problèmes fondamentaux. Vous avez dit l'élevage. Il faut que ça quitte Gogounou pour aller partout ailleurs dans l'Alibori. Pas seulement. Notre plan, c'est de généraliser ça dans tout le pays. Ce n'est pas seulement l'Alibori. Donc Gogounou, c'est le test. Et nous avons le devoir de faire en sorte que ça continue. En 5 ans, faire 22 stades omnisports dans 22 communes différentes, on n'avait jamais vu avant. Les jeunes des communes de Gogounou, de Segbana et de Kandi sont désormais mieux informés sur les projets phares du gouvernement de Patrice Talon dans leurs différentes localités. Après Kandi, cap sur Sagon dans la commune de Ouinri, département du Zouja, axe
Stratégique pour les échanges locaux, le pont de Sagon est aujourd'hui en ruine. Mais bientôt, bonne nouvelle, il va renaître. L'infrastructure sera réhabilitée. Une nouvelle annoncée par des ministres conseillers venus constater l'état des lieux et rassurer les populations. Calvador Arouanou et Yves Patrick Loco. Les peines des populations de Sagon, mais aussi d'autres localités, bientôt soulagées. Le pont de cet arrondissement de la commune de Ouenri est actuellement en phase de réhabilitation. Nous ne sommes pas techniciens. Ils nous ont dit ce qu'ils sont en train de mobiliser pour pouvoir réaliser le 10 pont. Mais quand on a senti le ralentissement, mon CA m'a fait appel. Il a dit, bon, si c'est ça, il vaut mieux qu'on demande ce qu'il leur faut. Ce qui a fait que les travaux ont cessé. Ici, ce n'est pas à l'arrêt. On a tous les éléments qu'il faut. Les travaux de ce pont doivent démarrer courant juillet et début août. Les travaux avancent, même s'ils ne sont pas visibles par les populations. Beaucoup d'activités de préfabrication se mènent actuellement et le bout du tunnel, c'est pour bientôt. L'information que nous avons donnée principalement ici, c'est que l'entreprise matière n'a pas à attendre quelque chose de la mairie pour convoyer ces matériels et matériaux pour réaliser l'ouvrage. Donc je voudrais profiter de l'occasion pour rassurer donc les populations d'Agoli qu'il n'y a donc pas souci et que le pont sera effectif fin décembre 2025. Le pont de Sagon est un axe essentiel qui relie plusieurs communes du Zou et facilite le transport des populations et des marchandises. Au fil des années, le pont a subi les effets du temps, rendant sa réhabilitation indispensable. Les ministres conseillers ont pris date avec l'entreprise chargée de la construction et la mission de contrôle. Un retour sur les lieux est annoncé. C'est un ralliement qui fait grand bruit dans les collines. L'ancien maire de Glazoué, Laurent Yankadia, a officiellement rejoint les rangs du bloc républicain. Une adhésion marquée par une forte mobilisation à Tio, son fief politique. Les détails, ce sera avec Ulvaeus Balogun. Le bloc républicain s'étend et s'enracine dans le département des collines. Avec une adhésion de taille, le parti du cheval cabré vient d'ancrer ses pas à Tio dans la 10e circonscription électorale composée de Ouessé, Glazoué et Savé. L'acte posé aujourd'hui est un acte de foi, de conviction et de loyauté à l'idéal républicain. Ce que nous vivons ici est plus qu'un événement politique. C'est une cérémonie d'espérance, une innovation de l'avenir, un sursaut collectif vers la cohésion, la prospérité et la responsabilité partagée. Un homme, et c'est à cause de lui que nous tous nous sommes déplacés. Il s'appelle Laurent Yankadia. Devant ses militants et sympathisants, Laurent Yankadia, ancien maire de Glazoué, officialise son adhésion au bloc républicain. J'ai choisi le bloc républicain parce qu'il incarne une vision claire pour notre pays. Avec moi, plusieurs responsables, leaders communautaires, jeunes dynamiques et femmes engagées de notre belle commune, ainsi que toute la 10e circonscription électorale, ont décidé d'entrer dans cette maison politique d'avenir. Cette adhésion est le fruit du leadership éclairé du bloc républicain de la 10e circonscription électorale, conduit par le ministre Kehinde Paulin Akounan. Nous avons commencé quelque chose de fort ici à Tio. Nous avons envoyé un message au Bénin tout entier. Les collines sont debout. Les collines sont unies. Alors, poursuivons le chemin de la transformation dans la loyauté à la République et dans la fidélité à l'esprit du talonnisme pour la continuité de l'action gouvernementale au-delà de 2026. À travers cette adhésion, le bloc républicain fait front. Nous sommes certains qu'avec ton arrivée, mon frère, nous avons fourni tout ce qu'il faut et au communal, et au législatif, et au présidentiel. C'est pour ça que je demande humblement aux cadres des collines de se mettre ensemble pour faire triompher les idéaux du bloc républicain.
Vous êtes venus dans une maison bâtie 7, mais votre arrivée vient renforcer les racines de la dite maison. Cette adhésion vient ainsi confirmer l'enracinement progressif du bloc républicain dans les collines. Et à l'occasion de cette adhésion de l'ancien maire de Glazoué, Laurent Yankadja, au bloc républicain, un appel fort à la paix, à l'union et à la cohésion sociale a été lancé depuis Tio à Glazoué. On écoute ici Éric Yankadja, jeune leader du bloc républicain. Nous, filles et fils des collines, rassemblés ce jour mémorable dans la cité de Tio, nous proclamons la fin d'un cycle de méfiance, de calomnie, de division, d'intrigues politiques et politiciennes. Nous annonçons publiquement le début d'une ère nouvelle, celle de l'union, dans la diversité, de l'unité retrouvée autour de l'essentiel, du respect mutuel, de la paix consolidée, du développement durable et de la prospérité partagée. Cet engagement solennel, nous le prenons devant vous, 10 populations Mahi, Tchabé, Nago, Idacha, pas ce geste simple, mais au bien solennel. Nous mettons ensemble nos doigts sur cette jarre pour boucher les trous qui l'empêchaient de nous offrir de l'eau à boire. Ces trous s'appelaient la discorde, la calomnie, la division, la méfiance. À partir d'aujourd'hui, notre jarre peut contenir de l'eau précieuse de notre fraternité, de notre solidarité, de notre prospérité partagée. Une derrière le ministre Kende Colin Koda, nous nous employerons à verdir le département des collines pour nous garantir de lendemain meilleur. Notre série Zoom sur les startups labellisées se poursuit. On vous fait découvrir aujourd'hui une couveuse électrique pour bébés made in Bénin. Oui, la startup Hop Elec spécialisée dans le génie biomédical a développé cet équipement vital à partir de matériaux locaux. Nous parlerons également d'Africéréales, acteur de la clé de l'agritech, ainsi que de la gestion des données communales avec Access universel. Nos guides Rebecca Kenjaoundé, Bénédicte Possou, Igor Ayoso et Patrick Nyimambo. Un choix de bois de qualité pour avoir une solidité sur une longue durée. Et des mesures prises avec précision. Ici, on fabrique des berceaux particuliers. Élisée et son équipe ont trouvé une solution pour réchauffer le nouveau-né avec une couveuse 100% made in Bénin. C'est une table chauffante qui est utilisée dans les centres de santé, plus précisément à la maternité, à la pédiatrie et au bloc opératoire pour réchauffer et réanimer les bébés souffrant d'hypothermie, soit les bébés prématurés qui sont nés avant le terme de la grossesse. Dotée d'une énergie solaire et d'un fonctionnement automatique, la table chauffante signale de façon instantanée à l'agent soignant le niveau normal de température pour l'enfant. Là, déjà, à 36, nous allons commencer par entendre le bip pour avertir la sage-femme ou la pédiatre que la température du corps de bébé tend vers la normale. Et au fur et à mesure que la température augmente, si la pédiatre ou la sage-femme censée suivre le bébé ne vient pas, peut-être pour diminuer un tout petit peu l'intensité de la souche chauffante, il y a l'appareil même qui prend automatiquement la décision de couper la production de chaleur. Créée en 2022, la start-up UPELEC a déjà installé 62 tables chauffantes pour bébés. Plus de 360 agents de santé sont formés à l'utilisation de cette merveille technologique. Une innovation dont le processus de labellisation n'a pas tardé, comme c'est le cas pour Africéréales, la start-up Agritech. Africéréales a mis sur le marché une plateforme qu'on appelle Ikena qui fonctionne comme un écosystème digital dans lequel les coopératives et les entreprises agricoles ont accès par exemple à un outil, une plateforme mobile pour gérer et aussi pour avoir accès aux équipements agricoles. Si Ikena se focalise sur la technologie au service de l'agriculture, DevCom, la plateforme de la start-up Access universel, s'intéresse quant à elle à l'optimisation de la communication autour des plans de développement communaux. DevCom est structuré en
en deux parties. Il y a la partie des plans de développement communaux. Et nous avons constaté que lors de l'évaluation des PDC, surtout des PDC 3 pour la plupart des communes, il y a eu un problème de déficit de données probantes pour l'évaluation. Et sans données, on ne saurait parler d'évaluation. Donc il faut trouver un moyen pour que nos communes... Accès universel, Africéréales, UPELEC, ces start-up, à l'instar de bien d'autres, disposent de 3 ans pour bénéficier des avantages du label Start-up, un label voulu par le gouvernement à travers le ministère du numérique et de la digitalisation. Lancement du bulletin communautaire de performance des objectifs de développement durable 2, 6 et 13. C'est un instrument innovant pour le suivi de ces ODD dans 9 communes. Ce bulletin a été présenté aux parties prenantes à la faveur d'un atelier à Kétou. Vitis Ahoré et Michel Aigué. Le bulletin communautaire de performance des ODD 2, 6 et 13, officiellement lancé dans les 9 communes cibles. Ce bulletin se veut un outil de redevabilité et d'évaluation des objectifs de développement durable en lien avec l'eau, la sécurité alimentaire, l'assainissement et les changements climatiques. Pourquoi ce bulletin? Parce que nous croyons que le suivi des politiques publiques ne doit pas rester l'affaire exclusive des techniciens et des bureaux. Les populations ont le droit de savoir, de comprendre, de s'exprimer et d'influencer les choix qui les concernent. Les ODD 2, 6 et 13 sont d'une importance capitale pour la résilience de nos communes. Cet atelier a pour objectif principal de promouvoir une gouvernance participative et une redevabilité locale accrue en matière de sécurité alimentaire, d'accès à l'eau et à l'assainissement et de lutte contre les changements climatiques. Le nouveau bulletin communautaire de performance implique le gouvernement béninois, les PTF, la société civile et le secteur privé. Mon département ministériel a pris le lead de concrétiser la faim zéro, éliminer la faim, assurer la sécurité alimentaire, améliorer la nutrition et promouvoir l'agriculture durable, ce qui correspond à l'objectif de développement ODD 2. La gestion de l'eau, la gestion de l'environnement et l'agriculture durable sont intimement liées et imbriquées. C'est pourquoi je salue une fois encore l'ONG Hérode qui a porté le choix de suivre dans le cadre de l'élaboration du bulletin communautaire de performance les ODD 2, 6 et 13. Le bulletin communautaire de performance à BCP ODD 2, en lien avec la sécurité alimentaire, concerne les communes de Kétou, Tokontona et Toviklen. Basila, Savalou et Avrankou constituent la cible du BCP ODD 6 relatif à l'eau. Les communes de Waké, Djougou et Bokoumbe se positionnent pour l'évaluation de l'ODD 13 sur les changements climatiques. Va-t-il pouvoir enrayer le phénomène de migration en Afrique de l'Ouest? Un nouveau projet vient de voir le jour. Il vise à sensibiliser aux dangers de la migration irrégulière et à promouvoir la migration intra-régionale comme solution possible. Le nom de ce projet, c'est Ouestaf. Les précisions sur ses activités et ses cibles dans ce reportage signé Wenceslas Aroimon, Rodrigo Lababagbeto et Ulvaeus Balogun. Cette scène, des plus effarantes en haute mer, traverse les générations par défaut de réelle panacée. Le phénomène de la migration clandestine emporte dans ses vagues des jeunes en quête d'un Eldorado dans d'autres pays, et quand ils partent du Bénin, ils sont en majorité du septentrion. Le département de la Donga est le plus touché, parce que c'est dans ce département qu'on compte le plus grand nombre de migrants vers les autres pays. En 2024, plus de 900 migrants sont volontairement revenus au Bercail. À ce jour, plusieurs jeunes nourrissent encore le désir de prendre la mer pour une migration clandestine vers d'autres pays du Maghreb ou de l'Europe. La situation devient un casse-tête pour les autorités. Sur 100 qui vont en Europe, c'est à peine 1% qui réussissent. Très peu arrivent à destination.
Il y en a qui meurent dans le désert ou bien qui périssent et en haute mer. Le deuxième niveau de problème, c'est qu'arriver là-bas, puisqu'ils sont en situation irrégulière, leur rapatriement cause encore d'énormes problèmes. D'abord à notre pays, qui doit prendre des dispositions pour les faire amener au bercail, et ensuite dans leur communauté. On remarque qu'ils développent un certain nombre de comportements, la consommation de la drogue par exemple. Dans cette salle, Moussa Yaya est mis au courant d'activités qui vont apporter un ouf de soulagement aux autorités locales du Septentrion. C'est le projet Westaf. C'est surtout de faire de la prévention sur la migration irrégulière pour renforcer derrière la migration sûre et légale. Ce sont notamment 2 activités de recherche qui vont trouver des pistes d'amélioration qui permettront d'être portées lors d'activités de plaidoyer auprès des commissions des lois, des parlements nationaux et de l'Union africaine notamment. C'est un espoir pour nous parce que les actions qui sont programmées pour être réalisées, et nous pensons qu'elles permettront d'abord de conscientiser les jeunes. En plus du Bénin, le projet Westaf va être exécuté au Burkina Faso, au Mali, au Togo et en Côte d'Ivoire. Il est mis en œuvre par le réseau WeWorld et l'ONG Wildaf Afrique de l'Ouest. Nous avons foi en ce qui nous appartient tous, d'avoir cet effet démultiplicateur, cet effet accélérateur des initiatives et actions pour une situation maîtrisée de la migration. Le Bénin salue l'approche intégrée et inclusive du projet Westaf qui met au cœur de ses priorités la coopération régionale, l'implication des communautés de base et la promotion des droits fondamentaux. Financé par l'Union européenne, le projet Westaf vise à impacter à terme 2760 migrants et 2500 jeunes et femmes. Il est prévu pour durer 17 mois et a déjà l'accompagnement exprimé du ministère des Affaires sociales, du ministère de la Justice et du ministère du Numérique. Et voilà qui vient mettre un terme à ce bulletin que j'ai évidemment eu du plaisir à vous présenter. Mesdames et messieurs, on se retrouve demain, Rachida. Nous avons eu aussi du plaisir à vous suivre. Génial. On se retrouve donc demain, n'est-ce pas? Toujours pour le bulletin d'information. À demain donc. Bonne suite. Et vous qui nous suivez, merci d'être avec nous, chers téléspectateurs. Vous êtes bien sûr sur Bonjour le Bénin. Une fois encore, on vous souhaite de passer un bon lundi de Pentecôte. Dans un moment, Hassan Seibou, nous le recevrons pour faire un petit point de la 31e Assemblée régionale Afrique de l'APF. Il sera là pour nous dire un peu comment l'Afrique aujourd'hui compte opérer un certain nombre de changements. Une Afrique qui, bien évidemment, une Afrique francophone, j'allais dire, qui se retrouve aujourd'hui face à elle-même. Nous allons le recevoir dans un moment. Restez avec nous et surtout, ne ratez pas l'instant débat de ce matin qui parle de cette brouille entre l'Union progressiste et le PRD. Une question donc, le PRD continue-t-il d'exister? Eh bien, Maître Poyon, avocat au barreau du Bénin, sera là, il répondra à la question. En attendant tout cela, bien entendu, allons à la pause. Retour en plateau et voilà, nous sommes désolés de vous dire ce matin que nous ne pouvons donc pas recevoir le député Hassan Seibou. Il ne sera pas là pour des raisons indépendantes de sa volonté, 4 forces majeures. Donc Marcel Arossi, bonjour. Archidiacre, bonjour à tous. En fera 100, l'honorable Hassan Seibou, n'est-ce pas? Malheureusement ce matin, qu'on va retrouver certainement dans un autre programme sur le même sujet, vous le savez très bien. Cotonou a accueilli du 2 au 4 juin la 31e Assemblée régionale Afrique de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, une rencontre majeure dans un contexte africain marqué par des tensions politiques, des défis sécuritaires et un besoin urgent de coopération, dialogue, législation et solidarité étaient au cœur des débats entre parlementaires francophones venus de tout le continent. Parmi eux, le député béninois, vous l'évoquiez tantôt, Hassan Seibou, membre de la délégation nationale avec qui nous devrions revenir sur les temps forts, les enjeux débattus et les perspectives ouvertes par cette assemblée régionale tenue en terre béninoise. Je vous propose ici, là même, de revoir l'ouverture de cette assemblée à Cotonou.
L'ouverture, on verra l'ouverture dans un moment. Par notre collègue Victorine Bondi, qu'on va certainement retrouver si c'est bien prêt. Manifestement, ce n'est pas encore prêt, Marcel Arrossi, mais qu'est-ce qu'on peut retenir déjà de cette 31e Assemblée régionale Afrique de l'APF? Je le disais, il a été notamment question du dialogue entre parlementaires, entre parlements francophones de la région. Il a été débattu de la législation, de la solidarité surtout. Et donc tout ça était au cœur des débats entre parlementaires francophones venus de tout le continent. Précisons que c'est seulement la partie Afrique francophone qui s'est réunie à Cotonou, sinon que l'Assemblée parlementaire internationale existe également globalement pour tout le continent. Est-ce qu'on peut voir les images donc? Des nations au parcours varié, unies par un socle commun, la langue française. Ici à Cotonou, des centaines d'élus venus de tout le continent africain se retrouvent pour débattre des grands enjeux partagés dans l'espace francophone. C'est à l'occasion de la 31e Assemblée régionale Afrique de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Nous voici aujourd'hui à Cotonou pour porter le dialogue politique et la coopération interparlementaire vers de nouveaux sommets et franchir des étapes supplémentaires dans la construction de notre communauté de destin. Nos travaux qui débutent aujourd'hui revêtent une grande importance pour l'avenir de notre Assemblée et même pour l'avenir de la francophonie tout entière. Nous nous retrouvons dans un contexte régional complexe, constitué de défis auxquels nous devons faire face. Ces défis sont géopolitiques, ils sont démographiques, ils sont énergétiques, ils sont climatiques et nécessitent plus que jamais un engagement parlementaire francophone fort, lucide et coordonné. Pays hôte de cette édition, le Bénin confirme sa position centrale dans l'Assemblée parlementaire de la francophonie, fort de son engagement historique depuis les premières heures de l'institution. Le Bénin, où dès 1990, une conférence nationale souveraine a montré à tout un continent qu'on pouvait tourner une page sans effacer les racines, qu'on pouvait bâtir l'avenir en rassemblant, non en excluant. Cette mémoire béninoise, ce courage politique inspire encore aujourd'hui notre action parlementaire collective. 3 jours pour se pencher sur l'accès à l'énergie, la géopolitique et la démographie, des sujets cruciaux pour le développement durable, la stabilité et la souveraineté de l'Afrique. Voilà, et donc après Niamey en 2023 et Yaoundé en 2024, c'est le tour de Bénin, n'est-ce pas, d'accueillir cette rencontre majeure. Est-ce que ces assises ont vraiment comblé les attentes, Marcel Arrossi? Si Cotonou a effectivement comblé les attentes, nous aurions aimé entendre ça de la bouche des participants eux-mêmes, mais n'étant pas là, je sais quand même que selon le président Louis Gbagbo qui a procédé donc à la clôture des travaux, les fruits ont porté la promesse des fleurs au regard donc des conclusions auxquelles les participants sont parvenus. Plusieurs résolutions ont sanctionné la fin de la 31e Assemblée régionale Afrique de l'Assemblée parlementaire de la francophone. APF, outre les thématiques débattues dont je parlais tantôt, l'examen des situations politiques dans l'espace francophone africain a retenu l'attention des participants lors de cette séquence. L'Assemblée a marqué également sa satisfaction pour l'aboutissement des processus de transition au Gabon et au Tchad. Elle s'est également félicitée de la récente mission de bons offices en République démocratique du Congo et au Rwanda. L'Assemblée qui a réaffirmé également son soutien, le soutien de toute la région Afrique d'ailleurs, manifesté lors de la 16e conférence des présidents d'assemblée et de section à Brazzaville à la désignation de son Excellence Faure Essozima Yasingbe, président du Conseil togolais désormais, en tant que médiateur de l'Union
africaine dans le conflit à l'est de la République démocratique du Congo. Ainsi, une délégation de haut niveau composée de présidents d'assemblée se rendra d'urgence au Togo afin de présenter avant la 50e session de l'APF en juillet 2025 à Paris non seulement les actes de la mission de bons offices, mais aussi la volonté de dialoguer avec les pays de l'Alliance du Sahel. Voilà, et donc il faut dire qu'à cette occasion, la démocratie du Bénin a été unanimement saluée, Marcel Arrossi. Tout à fait. Il y a eu des efforts, des progrès qui sont salués, mais l'ensemble des parlementaires reconnaissent que ailleurs sur le continent, en tout cas dans bon nombre de pays encore, cette démocratie n'a pas vraiment progressé. Nous aurons normalement les images de la clôture si c'est bien prêt. L'Assemblée a pris fin le 4 juin. Si les conclusions de la clôture sont là, on peut les regarder ensemble. Avec la complicité de la réalisation. Manifestement, pas encore. On retiendra jusqu'à cette occasion 5 députés ont été distingués. 5 députés béninois ont été distingués. Jamilatou Sabi Mohamed, présidente du caucus des femmes parlementaires du Bénin. Chantal Aï, deuxième questeur de l'Assemblée nationale. Labiou Amadou Djibril, premier questeur de l'Assemblée nationale. David Rouinsa, deuxième secrétaire parlementaire. Maouyon Kako, premier secrétaire parlementaire de l'Assemblée nationale. Merci Marcel Arrossi. C'est moi. Ce sera tout. Un peu embarrassé ce matin quand même, parce que et c'est ça les aléas du direct aussi. Tout à fait. Vous avez beau tout préparer, quand à la dernière minute il y a quelque chose qui va pas, ça chamboule tout. Ouais, ça et donc du coup on est obligé de faire avec. Merci Marcel Arrossi. Merci à tous. Allez, on va retrouver sans doute Hassan Seibou sur l'émission Un autre jour. Et on poursuit à présent cette émission. Je l'ai annoncé, le débat c'est dans quelques petites minutes, et vous qui êtes à la maison, vous avez la possibilité d'opiner en répondant à la question du jour qui est celle-ci. Quelle est votre analyse du conflit actuel entre le PRD et l'Union progressiste? Nous attendons vos différents avis. Ces avis seront relayés sur le forum de discussion. Nadège Sani nous rejoindra dans un moment. Une fois encore, merci d'être à nos côtés. Nous allons à la pause, le temps pour nous d'installer nos débatteurs. Eh bien, le débat, merci de nous y retrouver, chers amis téléspectateurs. Vous le savez, l'actualité nationale en cette veille des élections générales de 2026 au Bénin est dominée par le bras de fer naissant entre les partis politiques Union progressiste et le Parti du renouveau démocratique. L'on se rappelle pourtant de la ferveur générale qu'avait suscité la fusion de ces deux partis politiques pour donner l'Union progressiste le renouveau, salué par beaucoup comme un coup de maître. 3 ans après, l'idylle est remise en cause. L'un, notamment le PRD, revendique son autonomie dans un contexte de fusion. Peut-on encore parler de l'existence du PRD? Quelles sont les conséquences juridiques d'une fusion? Dans le cas d'espèce, a-t-elle été faite dans les normes, en conformité avec la charte des partis politiques? Ou était-ce dès le départ un marché de dupes? Loin des débats politiciens, nous questionnons ce matin les tests pour éclairer l'opinion publique. Pour mener l'exercice, un homme de droit, Maître Poyon, bonjour. Bonjour Rachida. Merci d'être à nos côtés ce matin. Vous êtes avocat au barreau du Bénin. C'est un sujet qui fait jaser. Merci donc de nous éclairer en tant que sachant. Merci, nous serons rejoints par Virgile Roessou, politologue. Avec lui, on va analyser un peu ce bras de fer naissant entre l'Union progressiste et le PRD. Alors, Maître Poyon, le 20 mai, le ministère de l'Intérieur adresse au secrétaire général adjoint du PRD une correspondance lui notifiant qu'il n'était plus possible de poser des actes au nom du PRD qui n'existerait plus en tant que personne morale après la fusion. En conséquence, tous actes posés au nom de ce parti se feraient en violation, n'est-ce pas, de la loi.
le président du PRD, si je ne m'abuse, si le PRD existe toujours, a répondu en 4 points en soulignant le fait que son parti continue toujours d'exister. Alors, une question, Maître Poyon, est-ce que le PRD existe toujours? Alors, merci Rachidat, merci de l'intérêt que vous portez à l'actualité politique du moment. Est-ce que le PRD existe toujours? Nous allons partir de la conception qu'on devrait avoir juridiquement de la fusion. Lorsque deux personnes juridiques vont à une fusion, elles cèdent leur patrimoine respectif à la nouvelle personne juridique qui est créée ainsi de la fusion. Et donc, le PRD, parti politique existant, l'UP, parti politique existant, sont allés à une fusion. La fusion, donc, absorbe aussi bien le PRD que l'UP et désormais crée une nouvelle entité juridique qui est l'UPR. Le PRD cède sa personnalité, oublie sa personnalité au profit de l'UPR. L'UP également fait pareil. Alors, nous allons interroger les statuts qui ont été signés par le PRD et l'UP. Lorsqu'on interroge ces statuts, on voit à l'article 145 de ces statuts que le PRD et l'UP transfèrent de façon définitive et irrévocable leur patrimoine. C'est écrit ainsi dans les statuts du PRD. Non, dans les statuts de l'UPR. De l'UP, d'accord, de l'UPR, d'accord. Et donc, lorsque le PRD cède son patrimoine, l'UP également cède son patrimoine, nous savons en droit que l'existence de la personnalité juridique est liée au patrimoine. Lorsque vous n'avez plus de patrimoine, vous n'existez plus juridiquement. Et donc, juridiquement, le PRD comme parti politique n'existe plus. L'UP comme parti politique n'existe plus. Et l'UPR subroge au PRD et à l'UP dans ses droits et obligations. D'accord. Et donc, cette approche est d'ailleurs entérinée par une décision de la Cour constitutionnelle. La décision DCC 25-071 du 6 mars 2025, qui dit clairement que le PRD et l'UPR sont fondus désormais en l'UPR. Et l'UPR est subrogé aux droits et obligations de PRD et de l'UP. Et donc, dans ces conditions, lorsque une nouvelle entité juridique subroge à deux autres entités juridiques préexistantes, ça veut dire que l'UP et le PRD ne peuvent plus animer la vie politique en tant que parti politique. Et ils disparaissent au profit de l'UPR. Et donc, ils ne peuvent, les anciens membres du PRD, les anciens membres de l'UP, ne peuvent animer la vie politique aujourd'hui que sous le couvert de l'UPR. D'accord. Mais quand on prend en compte le courrier adressé par Maître Adrien Ongwedji au ministère de l'Intérieur, il évoque notamment des arguments qui, selon lui, n'entraîneraient pas la dissolution du parti PRD. Notamment, il évoque la question du récépissé définitif qui serait postérieur, n'est-ce pas, à l'accord de fusion. Vous voyez, Rachidat, le récépissé définitif est l'aboutissement d'un processus. L'accord est intervenu le 21 août 2022. Le PRD était certainement dans le processus de la délivrance de son récépissé définitif, certainement qu'il a déjà reçu le récépissé provisoire avant de passer à l'accord. Le récépissé définitif ne fait que constater l'existence du parti politique. Mais n'oubliez pas que le récépissé définitif de l'UPR est intervenu après. Lorsque le ministère de l'Intérieur délivre le récépissé définitif à l'UPR, fusion du PRD et de l'UP, ça veut dire que les récépissés qui ont été délivrés aussi bien à l'UP et au PRD n'ont plus d'effet. Il s'agit d'un acte administratif. D'accord. Il faut exister pour aller à la fusion. C'est la preuve de l'existence du PRD qui est... C'est la preuve de l'existence du PRD qui est le récépissé définitif.
L'UP également a son récépissé définitif. Même si le récépissé définitif, certainement la demande introduite avant d'aller à la fusion, a été délivré à la suite de la fusion, après la fusion, le récépissé de l'UPR est intervenu bien après. Et la délivrance du récépissé de l'UPR efface l'existence, la constatation de l'existence du PRD et de l'UP. Et donc, on ne peut pas se prévaloir de la délivrance du récépissé définitif à la suite de l'accord pour prétendre exister encore juridiquement alors qu'on a soi-même cédé son patrimoine dans le sens d'un accord formel. C'est un argument qui ne tient pas, selon vous. C'est un argument qui ne tient pas. Oui. Voilà. Et donc, le PRD aujourd'hui, vous le dites clairement, n'existe plus en tant que personne morale. En tant que personne juridique, le PRD n'existe plus. N'existe plus, d'accord. Parce qu'ayant cédé son patrimoine à la nouvelle entité UPR. D'accord. Alors, comment comprenez-vous alors cette brouille entre l'UP et le PRD? On peut l'analyser parce que lorsque vous lisez un peu la correspondance de Maître Adrien Mbedi, vous constatez qu'il a visé des dispositions des statuts du PRD. Et lorsque les statuts du PRD disent qu'on peut aller à la fusion sans céder son patrimoine, sans transférer son patrimoine, sans perdre sa personnalité juridique. Et c'est sur le fondement des statuts du PRD que l'autorisation a été donnée à Maître Adrien Mbedi d'aller à l'accord de la fusion. Le PRD peut penser que, selon ces statuts, j'existe toujours. Mais en le pensant ainsi, le PRD a oublié qu'il est rentré dans un nouvel accord. Et dans cet accord, il a écrit noir sur blanc qu'il cède son patrimoine, contrairement à ses statuts. D'accord. Donc, moi, je pense que c'est cette confusion qui fait penser au PRD, en fonction des dispositions de ces statuts, que, comme selon ces statuts, on peut aller à une fusion sans céder son patrimoine, le PRD aurait dû mettre dans les statuts ou bien dans l'accord signé avec l'UP que cette fusion n'entraîne pas transfert de patrimoine. D'accord. Ni du patrimoine matériel, ni du patrimoine immatériel, qui s'entend logo et attribut du PRD. Mais ne l'ayant pas fait, le PRD s'est lié par les statuts de l'UPR et ne peut plus prétendre, juste en fonction de ses statuts à lui, à son existence juridique aujourd'hui. Et cela est plus profond lorsque vous lisez pratiquement à la fin de la correspondance de Maître Adrien Mbedi, qui dit, qui comprend désormais cette confusion et dit qu'il est prêt à aller voir le professeur Joseph Djogbenou pour que désormais qu'ils aillent dans un accord qui préserve le PRD de son existence. Et donc, moi je pense que le PRD se rend ainsi compte que l'accord signé par le passé, il comprend désormais que l'accord signé par le passé ne lui garantit pas une existence juridique après l'accord. C'est pourquoi il dit in fine dans sa correspondance qu'il est prêt à voir avec le professeur Joseph Djogbenou la possibilité d'une autre forme de collaboration qui va préserver le PRD de son existence et lui garantirait l'usage de ses attributs et de ses obligations. Alors, à quoi nous assistons donc, Maître Poyon? Est-ce que c'est une sorte de manipulation politique? Je ne dirais pas manipulation politique, mais je dirais simplement que les PRD, il faut comprendre, les membres du PRD se sont battus pour avoir un nom. Et ils se disent aujourd'hui être fondus dans une masse. Et ils gardent en image, je dirais qu'ils gardent en mémoire les luttes qui ont été faites par le passé, par le PRD, et ils ne supportent plus aujourd'hui que toute cette lutte soit noyée dans une fusion qui, de plus en plus, ne met plus en avant le PRD, mais désormais l'UPR. D'accord, très bien. Nous sommes rejoints dans ce débat par M. Virgile Roisseau,
Bonjour. Bonjour, madame. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Vous êtes politologue et vous avez aussi un avis assez tranché sur ce bras de fer entre l'Union progressiste et le PRD. Le PRD, aujourd'hui, qui clame haut et fort son existence, qui dit qu'il n'est pas mort, qu'il continue, n'est-ce pas, d'exister. Quelle est votre analyse, n'est-ce pas, de ce bras de fer? C'est un bras de fer qui ira certainement très loin, et parce que n'oubliez pas que le PRD, dans un passé déjà très lointain, a une coutume, ce que j'appelle une coutume politique, de ne pas trop rester dans un camp figé. Son appartenance soit à la mouvance, soit à l'opposition, dure tout au plus 2 ans et demi, 3 ans, selon la période. Et ça se fait souvent à la veille ou au lendemain d'une élection majeure. Donc, ce qui se passe actuellement n'est que la répétition de cette coutume politique et qui n'est qu'une habitude du PRD. Et donc, que le PRD réclame aujourd'hui son indépendance n'est en réalité qu'une interprétation de cet accord, de ce protocole d'accord. On n'a pas parlé de protocole d'accord, de protocole de fusion, mais on a parlé de protocole d'accord. Et le PRD, au cours de ce conseil national qui avait entériné cette fusion-là, parlait de protocole d'accord de fusion. Il peut y avoir là un jeu de mots. Parce que dès lors qu'il y a accord, il peut y avoir désaccord, alors qu'une fusion n'est qu'un mélange hétérogène qui donne un élément unique. Et c'est vrai que si on veut parler comme les chimistes, on dira que cet élément unique peut à tout moment, par un processus plus ou moins avancé, et aboutir encore à la désagrégation des différents éléments. On est en politique et je crois que c'est ce qui se passe, ce qui veut se passer actuellement, en cohérence avec cette coutume politique du PRD dont j'ai parlé. Et ça va être un peu compliqué compte tenu des tests qu'on a. Je ne suis pas juriste, mais je ne fais qu'une interprétation sociologique de ces tests-là. Et nous sommes dans l'administration. Et la sociologie administrative est claire. Et l'administration, par rapport à cette sociologie, l'administration a son orgueil. On peut penser que le récépissé définitif du PRD, dont le président du PRD a fait référence dans sa lettre vraiment de contestation, et on peut dire que c'est un peu comme une régularisation qui est une habitude dans l'administration. C'est comme une régularisation. Dès lors qu'on a parlé de fusion, c'est donné, mais on constate qu'il manque une pièce. Puisqu'il y avait le récépissé provisoire qui déjà entérine l'existence du PRD, le récépissé définitif qui manquait et qui devait être une pièce pour consolider le récépissé de fusion manquait, il fallait donc régulariser, et donc ça devient un peu compliqué pour le PRD par rapport à cette sociologie et cet orgueil de l'administration, et aussi cette habitude de régularisation dont vous venez de parler. Ça va être un peu compliqué pour le PRD en tout cas, je crois que nous irons dans une bataille juridique tripartite que je vois venir. Maître Poyon, vous voyez également venir une bataille juridique, une longue bataille juridique, j'ai envie de dire. Oui. Mais c'est bien ça, une longue bataille juridique, parce que la position de Maître Adrien Mbedi est tranchée dans sa correspondance. Pour lui, son parti a une existence juridique. Mais j'ai une question, Maître Poyon. C'est un peu comme un mariage, n'est-ce pas? Un mariage, quand on décide de se mettre ensemble, on a le droit de dire à un moment donné, je veux plus, je veux divorcer, non? Mais bien sûr, il s'agit d'un accord. On peut rompre l'accord. Personne ne peut être à vie lié dans un accord. C'est comme le mariage, comme vous le dites si bien. Mais pour aller au divorce, il y a toute une procédure.
On ne se lève pas du jour au lendemain pour dire aujourd'hui, je divorce d'avec vous, Madame Rachida. Ça ne se passe pas comme ça. C'est souvent de longues procédures. Il y a toute une procédure pour aller jusqu'au divorce. Si aujourd'hui le PRD pense divorcer, c'est un accord. Il ira certainement à la résiliation de l'accord. D'accord. Et il a déjà annoncé les couleurs dans sa correspondance en parlant de dénonciation du protocole d'accord. Très bien. Ça veut dire donc qu'il y a une possibilité pour le PRD de récupérer son parti. Bien sûr. Ce n'est pas encore totalement mort. Ce n'est pas mort. Aujourd'hui, tant que l'UPR existe, et le PRD, membre de l'UPR, existe, le PRD n'existe pas. D'accord. Mais lorsque le PRD va se retirer, s'il le fait ainsi, se retirer de l'UPR, il va alors faire les formalités qu'il faut au niveau de l'administration pour avoir à nouveau une existence juridique. D'accord. Reprendre tout le processus. Il pourra toujours utiliser ses anciens attributs. Mais lorsque il divorce, il récupère son patrimoine. D'accord. Il récupère son patrimoine, c'est-à-dire ses attributs, ses logos et tout ça. Il récupère. Maintenant, il va reprendre tout un autre processus administratif au niveau du ministère de l'Intérieur pour reconstituer à nouveau son parti politique et avoir tous les récépissés qu'il faut, jusqu'à avoir une existence désormais juridique. Il ne suffit pas tout simplement qu'on dise dans une correspondance « je dénonce l'accord » pour retrouver son existence juridique. Encore faudrait-il que les formalités qui doivent suivre ce divorce, comme vous le dites si bien, soient faites dans les règles de l'art et conformément aux textes en vigueur. D'accord. Donc, on est clair sur ce plateau qu'il y a une possibilité pour Maître Adrien Ngouegui de récupérer son parti, mais ce n'est pas aussi aisé. C'est pas aussi aisé. C'est pas aussi aisé, voilà. D'accord. Alors, Monsieur Virgile Roissou, est-ce qu'il n'y a pas eu, d'une certaine manière, un marché de dupes? Est-ce qu'il n'y a pas eu... Est-ce qu'on ne profite pas un peu de certaines failles du côté du PRD? Oui, évidemment que cette crise, puisque c'en est une en interne de l'UPR, éprouve la charte des partis politiques et peut-être aussi un peu le code électoral, et c'est tout à fait normal parce qu'aucune loi n'est parfaite. Il y a toujours des failles, et en politique, les acteurs politiques, qu'ils soient individuels ou collectifs, profiteront toujours de ces failles pour pouvoir s'imbriquer. Et donc, le PRD avait annoncé les couleurs déjà le jour de la célébration pompeuse de cette fusion. Quand vous suivez très bien le discours de Maître Adrien Ngouegui, d'abord précédé d'un autre acteur politique qui, on pourrait dire, je vais parler du président de Moël, qui, on pourrait dire qu'il a vu venir, disait « Ne nous faites pas cette surprise de venir encore à un désaccord, parce que c'est déjà comme une habitude, il faudrait que vous alliez loin. » Et quand on suit le discours de Maître Adrien Ngouegui ce jour-là, il allait jusqu'à dire « J'ai signé le test, c'est-à-dire les statuts du PRD sans lire, et quelles que soient les modifications et les arrangements qu'il y a eu entre-temps, je n'ai pas regardé parce que ce n'est pas ça le plus important. Ce qui est important, c'est la confiance, en faisant référence même à ceux qui participaient ce jour-là, disaient qu'ils n'ont pas lu de test, mais ils sont là parce qu'ils ont cru. Donc, il avait mis l'accent sur deux choses. Je n'ai pas lu parce que ce n'est pas important. Évidemment, pour lui, je crois, nous sommes en politique, ce n'est pas l'élément important. À tout moment, on peut revenir là-dessus. Ce qui est important, c'est la confiance. Est-ce que cette confiance-là a duré dans le temps? Et quel est le contenu de cette confiance-là? Est-ce que les deux parties avaient une même compréhension de ce que c'est que cette confiance? Est-ce que cette confiance veut dire je vais avoir beaucoup plus de militants, je vais avoir beaucoup plus de militants candidats à telle chose, je vais avoir beaucoup plus de militants placés à tel poste politique, je vais avoir beaucoup plus de militants d'origine PRD à des postes de responsabilité au sein du parti, et ainsi de suite, parce que n'oubliez pas
que le PRD n'a pratiquement pas de grands élus aujourd'hui, en dehors d'un ministre au gouvernement et d'un ou deux députés. Sur le plan local, au niveau des administrations locales et des conseils communaux ou municipaux, le PRD n'en a pratiquement pas du tout. Donc le PRD a besoin d'exister à nouveau, et nous sommes en politique. Tout jeu politique qui pourrait permettre d'en arriver là est essentiel. Et figurez-vous, regardez bien les deux images de la visite, de la dernière visite du président de l'UPR, je vais parler de Maître Jogbenou, chez le président Adrien Ngwedi. Vous constaterez que dans les salutations, c'est un grand écart. Et le visage plus ou moins fermé des deux côtés. C'est un message de distance. Donc carrément et quand vous regardez les deux... Loin du jeu, nous l'avons fait de la fusion au stade. Voilà. Parce que juste après la fusion, il s'est écrié, Maître Adrien Ngwedi Jo, nous l'avons fait. Nous l'avons fait, oui. Voilà. Et quand vous regardez les deux dernières visites de Maître Adrien Ngwedi chez le président des démocrates, vous constaterez que c'est la proximité absolue, comme une sorte de complicité, de rapprochement. Et donc, c'est des messages importants pour dire, nous avons fini, nous sommes désormais ailleurs, parce que aux dernières élections législatives en 2023, vous constaterez qu'au niveau des circonscriptions électorales, la 6e, la 15e et la 16e, qui sont en quelque sorte les espaces où le PRD a souvent des élus, que ce soit au niveau local ou au niveau du Parlement, vous constaterez que ce sont les démocrates qui ont réellement occupé le terrain d'une manière ou d'une autre, malgré cette fusion de l'UP et du PRD pour aller à cette élection-là. Donc, le PRD pourrait se dire, puisque beaucoup de choses n'ont pas évoluer aujourd'hui au niveau des politiques publiques en faveur des populations pour faire changer les avis en faveur peut-être du gouvernement, dont le PRD pourrait se dire, ce jeu-là pourrait me permettre de me rapprocher de ceux qui peuvent des vainqueurs dans cette zone-là, afin de pouvoir avoir quelques députés et créer aussi quelques soucis à la mouvance, dans la mesure où, dans le code électoral, cette histoire de 10, 15 ou 20% peut constituer un handicap si l'UP ou l'UPR, on ne sait pas ce qui va être avant les élections, n'arrive pas pendant ces élections à avoir le taux nécessaire et donc pourrait avoir des soucis. D'accord. Alors, Maître Poyon, quand deux partis décident de fusionner, les deux disparaissent, n'est-ce pas, pour créer une nouvelle entité. Absolument. Et dans le cas d'espèce, cette nouvelle entité, c'est l'UPR. Mais est-ce que du côté du PRD, on dit, ils avancent notamment comme argument que le congrès, n'est-ce pas, le congrès de dissolution du PRD n'a pas eu lieu. Alors, est-ce qu'il n'y a pas, d'une certaine manière, des erreurs administratives aussi dans ce processus de fusion? Je ne dirais pas... Il n'y a pas eu congrès d'un côté, oui? Non, je ne dirais pas d'erreur administrative, mais je pense que l'accord a été mal ficelé. D'accord. Et on aurait pu mettre dans cet accord que les partis fusionnés, c'est-à-dire PRD et UP, ont tel délai pour aller à leur dissolution. D'accord. Parce que la dissolution, c'est au sein du parti. Et il y a un quorum qualifié pour aller à la dissolution. C'est 3/4. Donc, si les deux partis s'étaient donné une exigence, c'est-à-dire un délai, un deadline, dans leur accord pour dire, nous avons signé notre accord le 21 août 2022, nous nous donnons peut-être 3 mois au maximum pour faire les formalités aux fins de dissolution de nos partis respectifs, on n'en serait pas là. Et s'il y avait une disposition comme ça dans les statuts, le PRD comprendrait en ce moment, déjà à la signature, que je suis en train de perdre effectivement mon existence juridique. Donc, mais dès lors que la dissolution n'est pas intervenue, Maître Poyon, le PRD est en droit de dire que son parti existe toujours, non? Non, en droit de penser. En droit de penser, voilà. Oui, il peut penser que son parti existe parce que ce n'est pas dissolu. Mais la dissolution, c'est du fait du parti. Vous n'allez pas... Ils ont pu peut-être laisser traîner les choses exprès. Non, vous n'allez pas dire que je suis allé à un mariage et parce que peut-être je n'ai pas fait les formalités qu'il faut
pour peut-être mentionner mon divorce précédent, peut-être dans les registres de la mairie, et vous allez dire non, je ne suis pas dans le mariage, j'existe toujours individuellement. Non, non, parce qu'il y a un acte administratif, le récépissé définitif qui a été déjà délivré à l'UPR. Cet acte administratif efface, même si on ne le dit pas expressément, les récépissés définitifs qui ont été délivrés aussi bien au PRD qu'à l'UP. Donc, le reste, ce n'est que formalité auprès des deux parties contractantes. Si les parties contractantes n'ont pas fait cette formalité... Aller à un congrès pour dissoudre le parti... Ce n'est qu'une formalité, ça ne compte pas dans le processus? Ça ne compte pas dans le processus. Pas du tout? Non. Mais les tests, tests l'évoquent quand même fermement. Oui, les tests l'évoquent, mais ça dépend des partis. Ouais. Mais si j'ai un objectif et je fais exprès de traîner les pas, puisqu'on ne m'a pas fixé un délai, ça dépend de moi. Ce n'est pas que c'est le ministère qui va prendre forcément un acte. Il revenait aussi, d'une certaine manière, au parti de l'Union progressiste, n'est-ce pas, de veiller à cela, pour qu'on n'assiste pas à ce genre de choses. Absolument, il revient au parti, l'UPR, de veiller à ça. Mais ce que je dis, c'est qu'ils n'ont pas fixé de délai. On ne sait pas si en interne, cette relance a été faite à l'endroit des deux partis fusionnés. On ne sait pas si à l'interne ça a été fait. Mais dans leur statut, ils ne sont pas fixés un délai. Comme si vous ne vous êtes pas fixé un délai, vous pouvez relancer l'autre parti, mais si l'autre parti ne s'exécute pas, vous n'avez plus de marge de manœuvre de lui dire, écoutez, c'était tel délai, on s'est dit, vous devez. Non. Il y a eu légèreté. Il y a une légèreté, et c'est pour ça que je dis que l'accord a été mal ficelé dès le départ. Et il y en a un qui veut en profiter. Oui, bien sûr. Il y a dans ce imbroglio-là, il y a une co-responsabilité. Comme le dit Maître Poyon, c'est de la responsabilité des partis d'organiser en interne leur congrès à partir du moment où, juste après la fusion, il y a une demande du nouveau parti et non. Là, ce ne sont plus les deux partis. À partir du protocole d'accord, il y a le nouveau parti a fait la demande de récépissé provisoire, donc des licences qui a été accordée. Et ce sont les conseils nationaux qui ont validé la fusion. Et en l'absence d'un congrès, entre deux congrès, le Conseil national est l'organe au niveau des partis habilité à prendre des décisions, quitte à ce que cela soit validé par le Congrès. Et donc, les décisions du Conseil national sur la base duquel la demande a été faite au ministère de l'Intérieur et donc le récépissé provisoire et définitif ont été accordés, n'est que dans une logique administrative qu'on ne pourrait pas totalement attaquer. Mais ce qui s'est passé peut être considéré comme des erreurs ou de la stratégie de part et d'autre, dans la mesure où, dans l'euphorie de la réalisation de cette fusion, on n'a pas parlé d'alliance, puisque c'est interdit par l'achat des partis politiques. Ici, on parle de fusion qui a suivi un processus. Dans cette euphorie-là, il peut y avoir eu de la négligence. N'oubliez pas, vous l'avez dit tout à l'heure, Maître Adrien Ngwedi, qui s'exclamait « nous l'avons fait ». Donc il y avait une certaine confiance. Les deux partis étaient assurés que les choses se faisaient de façon honnête, on va dire. On pourrait le dire. Oui. Et n'oubliez pas aussi que... Donc on a baissé la garde. On a baissé la garde. On n'a pas regardé de plus près. Voilà. Et le président Diogbenou venait de démissionner de la Cour constitutionnelle il y a quelques mois et a réalisé en quelques mois cette fusion inédite et inattendue. Ah mais ça pourrait, cette euphorie-là pourrait conduire à une certaine négligence dans le processus ou dans la nécessité d'aller à l'organisation des congrès dans la rapidité ou dans la précipitation. On peut se donner le temps puisque c'est une décision interne. Mais il peut y avoir aussi de la stratégie dans la mesure où je faisais référence au discours de Maître Adrien Ngwedi tout à l'heure, le jour de la célébration de cette fusion, qui avait mis l'accent, qui avait un peu, je ne dirais pas qu'il a
froissé ou il a négligé les tests, les statuts du nouveau parti, mais qui n'a pas donné une grande importance à cela dans son discours. C'est révélateur, c'est vraiment révélateur. Est-ce que ce qui s'est passé après ou l'inorganisation des congrès n'a pas été aussi de la stratégie pour qu'au moment venu, on puisse faire référence? On ne peut rien négliger, on est obligé de tout considérer ici. On est obligé de tout considérer. Ce qui est sûr, c'est un bras de fer qui alimente aujourd'hui les polémiques. Maître Poyon, comment on sort de ce bras de fer? Ah non. La voie de sortie est déjà tracée dans la dernière correspondance de Maître Adrien Ngwedi. Les deux parties doivent se revoir. M. Wessou parlait tout à l'heure de confiance. Si cette confiance qui a été à l'origine de l'accord de fusion, si cette confiance, on suppose qu'elle existe toujours entre les deux parties doivent s'asseoir et dire réellement sur quelle base nous fonctionnons désormais. Soit on se comprend et on comprend désormais les dispositions de l'accord qu'on a signé soi-même et on avance sur cette base, ou on ne se comprend pas et on va au divorce, ou on ne se comprend pas, peut-être on essaie d'aménager désormais l'accord pour essayer de donner raison à l'un ou à l'autre. Le plus logique, c'est que, Maître Poyon, les deux parties risquent de ne pas se comprendre puisque 2026 n'est pas loin. Ils peuvent bien se comprendre, nous sommes en politique. Oui. Ils peuvent bien se comprendre. Peut-être qu'il y a des raisons qui poussent l'un à faire ce qu'il est en train de faire. Lorsque ces raisons seront exposées sur une table de négociation, l'autre partie pourra voir dans quelle mesure il peut faire des concessions et ils finiront par se comprendre. Je pense qu'ils vont se comprendre et ils ont même intérêt à se comprendre. D'accord. Ils ont même intérêt à se comprendre. Monsieur Wessou, manifestement, c'est une fusion qui n'arrange plus les affaires du PRD et sans doute le PRD a des attentes. Vous l'avez évoqué tout à l'heure, un seul ministre au sein du gouvernement. On imagine bien qu'il y a eu des choses peut-être qui ont été demandées, mais qui n'ont pas été octroyées. Absolument, absolument. Et si on en venait, les deux parties en venaient à une renégociation des accords ou à une compréhension mutuelle de ces accords, il pourrait y avoir peut-être moins de distance entre les deux parties. Mais seulement qu'aujourd'hui, l'écart est un peu creusé. N'oubliez pas que sur votre plateau, tout récemment, le secrétaire général de l'UPR, M. Benoti, était venu dire que le PRD n'existe pas, il n'y a que aujourd'hui l'UPR. Donc la communication à ce niveau est tranchée. Nous ne sommes pas prêts à renégocier. Le PRD qui a envoyé cette lettre de dénonciation et qui a entrepris aussi des démarches vers un autre parti, un parti de l'opposition, montre également de son côté que je m'éloigne, mais il peut y avoir toujours nous sommes en politique, il peut y avoir toujours des possibilités d'entente si les deux parties en venaient à se comprendre sur certains points. Seulement qu'il faut s'attendre à ce que le PRD en profite suffisamment, parce que l'objectif du PRD, c'est de pouvoir satisfaire ses militants et avoir des candidats sur la liste UPR, avoir des candidats sur la liste des démocrates. Cela ne fait qu'arranger l'UPR le PRD, parce que l'objectif finalement, c'est d'avoir suffisamment d'élus d'une manière ou d'une autre pour toujours faire remarquer sur le terrain son existence et quel que soit ce qui va sortir de cet imbroglio, que le PRD reste dans l'UPR ou finit par s'en détacher, elle va renaître, comme le disait tout à l'heure Maître Poyon, en reprenant le processus. Mais toutefois, cette renaissance-là ne serait pas comme un bébé qui naît, mais ce serait juste, puisque c'est un parti qui est connu, qui a un espace de vie, d'animation politique, ça ne serait ce serait facile. Et le message fort ici de Maître Adrien Ngwedi, c'est « Je ne suis pas d'accord, je vais partir. Si vous ne tenez pas compte de moi, vous ne tenez pas compte de moi, je vais partir et dépêchez-vous. Si vous ne dépêchez pas, vous voyez ce que je fais. Apprêtez-vous à m'accueillir là-bas parce que je ne suis plus ici. » À m'accueillir où?
Vous avez vu des visites, vous avez vu, je l'ai dit tout à l'heure, les images c'est un chantage diffusées. Que fait le PRD Le chantage est peut-être un mot fort. Je parlerai de stratégie, certainement. Je parlerai de stratégie politique et ce n'est pas interdit. Et donc, vous êtes, optimiste en tout cas. 2026 n'est pas loin, mais vous pensez qu'il peut y avoir encore des arrangements entre les deux parties, malgré la position tranchée du PRD? Il peut y avoir des arrangements si les deux parties font l'effort. Nous sommes en politique et même au Bénin où parfois même des co-épouses politiques ou des ennemis politiques arrivent toujours à se retrouver. Il est vrai que l'écart qui nous sépare du processus, du début réel du processus électoral est vraiment mince. Et on disait tout à l'heure que c'est un processus juridique qui risque de s'enclencher. Je crois que ça va être un peu compliqué, mais quand même, nous sommes au Bénin. Il faut toujours s'attendre à toute surprise. Comme dirait Feu, te vois dirait, ici c'est le Bénin. Ici c'est le Bénin. Tout est possible. Alors, nous avons également questionné nos amis internautes. À eux, on a posé une question. Quelle est votre analyse du conflit actuel entre le PRD et l'Union progressiste? Si vous le permettez, Maître Ouissou, vous allez céder rapidement votre place. Et Nadège Sani va nous retrouver. C'est important pour nous d'entendre nos internautes. Ils ont un avis sur le sujet. On verra bien si les avis convergent avec ce que nous disons ce matin sur ce plateau. Bonjour Nadège. Bonjour à vous Rachidat. Alors, la question du jour, ont-ils été nombreux à y répondre? Effectivement, beaucoup d'internautes ont réagi suite à notre publication et on commence par Vincent Ronsoulin qui pense qu'en politique, il n'y a jamais d'amis définitifs, surtout au Bénin. Ils s'unissent, se trahissent, se désunissent, se réconcilient pour un nouveau challenge et le processus recommence. Pour Gafarou Afo, le conflit entre le PRD et l'UP est plus stratégique qu'idéologique. Il reflète une lutte pour l'influence, la reconnaissance et la suivi politique dans un système de plus en plus polarisé autour de deux grands partis de la mouvance. Tant que ces rivalités internes ne seront pas tranchées clairement, les tensions continueront à peser sur l'unité de la mouvance présidentielle. Florentin Zondiekman estime que ce conflit relève certainement de la mauvaise compréhension entre les leaders de l'UPR. Je voudrais que le président Djokbeno soit à la hauteur. Écoute, Maître Adrien Houbedi et cherche un terrain d'entente car la période n'est pas propice. C'est l'heure du rassemblement et non de la division. Des fois, c'est après le départ de l'invité qu'on paie le prix de la boisson. Selon Symphorien Oussou, le PP n'a pas le droit de veto. Toutes ces activités sont confiées à des belligérants, pour ne pas les nommer, qui, à mon point de vue, ne connaissent même pas les différents fondements de la Constitution de 1990. Pour Philippe Oussou, la politique, c'est la recherche des intérêts. Mes intérêts sont en jeu. Je crie, tout va bien, on se tait, on mange. Arrêtez de distraire le peuple. Notre problème, c'est la paix, la sécurité et le travail. Bâtissons le pays et laissons les détails. Et on va finir par Edouard Will Assagba, qui affirme que ce conflit démontre un manque de sincérité et surtout une surnoiserie de la part d'un groupe. Les déballages du PRD, à mon avis, était, on peut le dire, dans le frigo et le vieux était conscient qu'il l'utiliserait un beau jour. Alors, pourquoi avoir accepté de se rallier si vous avez autre idée derrière la tête? Le PRD, depuis des lustres, n'est plus
crédible. Avec chaque gouvernement, il y a toujours ce jeu de ruse. Maître Adrien Humbedji a tout perdu et avec le président Talon, il sait qu'il ne pourra pas gagner la bataille. Trop tard, le vin est tiré. Il doit le boire jusqu'à la lie. Voilà donc, Rachidat, les avis Nadège, de nos amis internautes. Oui, merci Nadège Sani. Merci à vous. On va vous retrouver demain, toujours sur Bonjour le Bénin, n'est-ce pas? Toujours avec le même plaisir. D'accord. Alors, Maître Pouyon, on a entendu des internautes parler notamment de paix. Est-ce que cette guéguerre entre les deux parties ne fragilise pas un peu la préservation et le renforcement de notre vivre ensemble? Oui, bien évidemment, ça fragilise un peu la préservation de notre vivre ensemble, parce que là, on voit clairement que c'est difficile pour deux personnes de se mettre ensemble et de respecter l'accord qu'eux-mêmes ils ont signé. Et donc, c'est pour ça que je disais tout à l'heure que les deux parties, dans la préservation de leur image, ils ont intérêt, les deux partis politiques ont intérêt à s'entendre, à s'asseoir et de discuter en personne responsable. Nous avons deux avocats quand même, Maître Adrien Humbedji et Maître Joseph Diabono. Ils peuvent s'asseoir, comprendre les tests, les dispositions du statut qu'eux-mêmes ils ont signé, se l'interpréter entre eux, tirer les conséquences et de savoir sur quelle base les deux partis fonctionnent désormais. Mais si la volonté du PRD, c'est de récupérer son parti, le dialogue, c'est mal barré. Personne ne peut l'empêcher d'ailleurs. On ne peut pas l'obliger à rester indéfiniment dans un accord. Il est libre, le PRD est libre de se délier de cet accord, mais ça donnerait une fois de plus une mauvaise image du PRD. D'accord. Alors, Monsieur Rouessou, quelle leçon finalement ce processus, on va dire, de mise en œuvre de la réforme du système partisan, quelle leçon devrait-on en tirer? On devrait en tirer comme leçon que rien n'est parfait et quelle que soit la qualité du texte législatif en vigueur, il y aura toujours des failles. Et c'est en réalité une prise de conscience, de la classe politique par rapport aux nécessités de réforme et pour aboutir réellement à de grands partis politiques véritablement stables. Et même ces accords de fusion, mieux les élaborer à l'avenir parce que ce n'est pas la première fois où cela arrive. Déjà, il y avait eu cette dissidence, ce mariage et divorce entre le BR et le RN. L'ex-UDBN en son temps, et cela a fait jaser suffisamment aussi. Donc, cette répétition des faits conduit maintenant à revoir un peu non seulement les textes, mais d'abord interpelle la conscience et la morale des acteurs politiques qui, en réalité, manipulent dans ces petits jeux de chaises musicales, manipulent les militants qui ne font que suivre les hommes et non l'idéologie ou les partis. Et dans ce cas d'espèce, c'est exactement à ce jeu-là que joue le PRD pour pouvoir en profiter pour les élections qui arrivent. Est-ce que c'est l'échec finalement de la réforme du système partisan? Non, ce n'est pas encore l'échec. Parce que voyons que depuis 2018, qu'il y a eu le nouveau charte des partis, la nouvelle charte des partis politiques, figurez-vous que même s'il y a création de partis politiques, on n'en a pas eu tous les week-ends comme c'était le cas auparavant. Il y a un processus désormais qui permet quand même de mieux encadrer la création de partis politiques. Je crois qu'aujourd'hui, on a moins d'une quinzaine aujourd'hui au Bénin. C'est déjà important, un pas. Il faut peut-être revoir les choses, peut-être un peu plus dans le temps, peut-être après les prochaines élections générales, pour voir comment parfaire ou arranger, tout en tenant compte des
critiques formulées contre les différents acteurs, que ce soit par rapport à la charte des partis politiques ou au code électoral, afin d'avoir quelque chose qui puisse résister dans le temps. D'accord. Maître Poyon, pour finir, Maître Adrien Ngouegui, on le sait, il n'a plus rien à perdre, ni à gagner aussi, on peut le dire, sur la scène politique. Est-ce que cela expliquerait cette situation et quelles leçons on peut tirer pour l'avenir? Oui, Maître Adrien Ngouegui n'a plus rien à gagner, rien à perdre, mais il a tout au moins à préserver sa dignité et sa moralité. C'est important. Et qu'est-ce qu'on peut tirer de cette guerre? On peut dire que l'organisation du système partisan, ça reste encore, il y a des choses qui n'ont pas été prises en compte par ce processus d'organisation du système partisan. C'est vrai que l'idéal est d'aboutir à de grands partis. On est en train de tendre vers, mais il faut améliorer les dispositions de la charte des partis politiques pour interdire carrément certaines choses. En quel point, rapidement, en quel point faut-il améliorer la charte? Oui, dans le sens des fusions et des unions et désunions. D'accord. C'est vrai qu'on a dit que vous ne pouvez pas aller à l'Assemblée dans un parti politique et démissionner, aller ailleurs, ça c'est déjà réglé, mais il faut que cette affaire de fusion aussi soit réglée par les partis politiques. Lorsque vous vous engagez dans une fusion, vous vous engagez en votre âme et conscience et vous savez que c'est pour aller jusqu'au bout. D'accord. On ne s'arrête pas en bon... On ne s'arrête pas en si bon chemin. En si bon chemin. Merci, Maître Poyon. Monsieur Roissou, votre mot de la fin? Oui, c'est un appel à toute la classe politique pour préserver la moralité du jeu politique, pour préserver la dignité et, disons, l'éthique du jeu politique, parce que cette classe politique est en train de se renouveler avec de jeunes acteurs qui arrivent et nos enfants sont aussi là. Qu'est-ce que nos enfants vont gagner de nous si c'est ce petit jeu que nous faisons entre nous? Parce que je ne condamne je ne veux ni condamner le PRD, ni condamner l'UP, mais j'estime quand même qu'il faut qu'un jour, on en arrive à arrêter ces petits jeux et aller à de la sincérité politique. Il y en aura réellement pas en politique, mais il y a quand même des pas à faire pour tendre vers cette sincérité qui n'est que la base de tout développement, parce qu'en réalité, c'est le jeu politique qui anime l'espace de gouvernance. Merci Virgile Roissou, politologue. Merci d'avoir partagé ce temps de débat avec nous. Merci également, Maître Poyon, pour ces éclairages. Vous nous avez permis en tout cas d'en savoir un peu plus sur ce que dit, on va dire, la charte des partis politiques sur la question des fusions. Merci et à très vite sur Bonjour. Le Bénin qui se poursuit et la parenthèse sport, c'est dans un moment. Blaise Adanko est avec moi. Avec lui, c'est toute l'actualité sportive et on imagine bien que la rencontre cruciale de ce jour des Guépas sera au menu de cette actualité. Mais avant cela, on va parler de la Pentecôte. Il y a eu une nuit de la Pentecôte samedi dernier au Palais des Congrès. Une nuit dans l'espérance, on va dire, du Saint-Esprit. On en parle juste après ceci. Alors, les chérubins et séraphins ont célébré la Pentecôte et c'était samedi dernier au cours d'une nuit folle, on va dire, une nuit où le Saint-Esprit sans doute était présent, il nous le dira en tout cas. On en parle là maintenant avec l'un des organisateurs de cette nuit de la Pentecôte. Eh bien, bonjour cher monsieur. Bonjour madame. Alors vous êtes l'évangéliste Julien Jacques Awina. Oui. Vous êtes président du comité d'organisation. Oui, voilà. Et donc la nuit de la Pentecôte, c'était samedi dernier. On a vu les images. Il y avait de la ferveur, il y avait de la spiritualité. C'était un beau mélange en tout cas qui a donné à cette nuit de la Pentecôte un cachet spécial. Parlez-nous-en un peu. Bon, la fête de la Pentecôte est une fête de repentance et de la victoire pour tous les chrétiens.
ceux qui ont leur foi en notre Seigneur Jésus-Christ et Sauveur. C'est Jésus qui avait promis cette fête, au fait, pour les chrétiens. D'accord. Lorsqu'il a été enlevé, avant d'être enlevé, il a promis aux apôtres qu'ils vont recevoir, qu'ils seront baptisés d'abord par le feu de l'Esprit Saint. Parce que Jean, lui, il avait baptisé par l'eau. Mais Jésus, lui, promet, il a dit à ses disciples, quand il était ressuscité des morts, il est resté sur la terre pendant 40 jours, ne serait-ce qu'à apprendre à ses disciples ce qu'il leur reste à connaître avant de partir. Donc, au jour de son enlèvement, il leur disait, vous ne devez pas quitter Jérusalem jusqu'à ce que la promesse du Père s'accomplisse. Donc, nous avons cela en premier acte des Apôtres, chapitre 1, verset 5. Donc, ça s'est réellement passé. Au jour de l'enlèvement, quand les disciples ont vu que Jésus a été enlevé, ils se sont retournés dans la chambre où ils restaient habituellement pour prier. Ils étaient là en train de prier jusqu'à ce que la promesse s'est accomplie. D'accord. Parce que vous voyez. Donc, c'est une fête de repentance. C'est ça, vous allez voir, Jean a prêché, Pierre a prêché dans Actes 3, verset 19. Il disait au peuple qui était là, qui les voyait, quand le feu descendait sur les disciples, et les disciples ont changé de langue. Les disciples ont commencé par parler, c'est comme si moi je suis à Dia, il y a ceux de Parakou, les Dindi, les Batonou, les Hula, qui étaient réunis normalement à la fête. Mais bizarrement, les disciples qui étaient, on savait qu'ils étaient juifs, ont commencé par parler diverses langues. Parce que ouais, ça a été une grande surprise. C'est comme si vous, qui êtes Dindi, vous parlez, moi je suis là. Je ne suis pas Dindi, je suis Bariba. Vous êtes Bariba. D'accord. Ok, vous avez commencé par me parler là. Moi je sais que vous êtes Bariba. Mais comment c'est arrivé que vous me parlez en Hula et je vous entends, j'entends le message en Hula, dans ma langue maternelle. Donc ça a été une grande surprise. D'accord. Oui. Donc c'est ça, c'est au fait la victoire de la promesse de Jésus, l'accomplissement de la victoire. Très bien. Et vous l'avez commémoré de fort belle manière. Avec la complicité de la réalisation, on va suivre en images et en vidéo ce qu'a été, n'est-ce pas, cette nuit de la Pentecôte au niveau de la congrégation chrétienne de l'ordre sacré des chérubins et séraphins. Allez, on regarde. Dans une atmosphère chargée de ferveur et de spiritualité, les fidèles de la congrégation chrétienne de l'ordre des chérubins et séraphins se sont réunis pour célébrer la 7e édition de la nuit de la Pentecôte. Une veillée exceptionnelle marquée par des prières, des louanges et une profonde communion spirituelle. Comme vous venez de le souligner, c'est une grande joie pour la communauté séraphine parce que vous savez, ces événements sont des événements particuliers. C'est même plus qu'une réussite parce que les fois passées, nous n'avons pas pu assister parce qu'on n'était pas impliqués. Mais cette fois-ci, nous pensons que les jeunes sont allés nous voir. Le thème retenu cette année, la gloire de la perfection, un appel à la sanctification et à l'élévation spirituelle inspiré par les Saintes Écritures, notamment le livre de l'Apocalypse. Lecture, méditation et sermons se sont succédés, offrant aux fidèles un véritable festin spirituel. Une unité autour de l'organisation. Donc tout le corps du Christ est réuni autour de l'organisation. Venus du Nigeria, de la Côte d'Ivoire, du Ghana et consorts. Donc nous, notre vision est d'amener tout le corps du Christ ensemble.
nous ne pouvons pas le faire sans le Saint-Esprit. C'est pour ça, la 7e édition, la thématique de la 7e édition, c'est la gloire de la perfection. Au cœur de la nuit, les louanges ont fusé, portées par les voix puissantes des chorales invités. Tambours, chants ont rythmé cette célébration où l'Esprit de Dieu semblait descendre sur l'Assemblée. Présente pour nous une occasion sublime pour bien parler ensemble entre nous, en frères, et inspirer, demander à l'Esprit Saint de pouvoir combler chacun de nous. Fait marquant de cette édition, la présence remarquée des représentants de l'Église du christianisme céleste. Ils sont venus soutenir leurs frères de la congrégation des chérubins et séraphins, une preuve d'unité et de fraternité entre communautés chrétiennes. Et ceci participe de l'obéissance à la parole de Dieu, car la parole de Dieu nous dit dans le psaume chapitre 133, verset 1, qu'il est agréable que les frères soient ensemble. Dans l'espérance de la gloire et de la perfection. Alors, évangéliste Aouira, c'est une fête qui s'est déroulée sous le signe de l'Union. Vous avez convié à cette célébration plusieurs congrégations. Il y avait les célestes, il y avait un peu de tout. Pourquoi précisément ce choix? Oui, ce choix, simplement parce que dans l'Apocalypse 7, verset 9, on dit, je vais essayer de lire, après cela, je regardais et voici une grande foule que nul ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toutes les langues. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau vêtus de robes blanches et de palmes à la main. Donc, si vous êtes chrétien, que vous soyez catholique, protestant, évangélique, qui que vous soyez dans le corps de Christ, nous sommes les mêmes. D'accord. Parce que vous voyez, nous sommes les mêmes. Et c'est à partir de ces versets de la Bible, la révélation que Jean a eue de Dieu. Parce que vous voyez, c'est pourquoi nous nous mettons en blanc. En blanc, parce que vous voyez, parce que c'est le vêtement céleste. Ce que tout homme portera après la mort. Donc, ici, nous, comme notre prophète a eu cette révélation, il a voulu que nous, chrétiens, chérubins et séraphins, nous soignions dans le vêtement blanc pour l'adoration sur la terre. Et après la mort, tu ne te verras pas étranger dans le royaume de Dieu. D'accord. Est-ce que vous voyez? Voilà. Donc, pour cette édition, c'est bon. Évangéliste Aouira, votre mot de la fin? Bon, notre mot de fin est que nous invitons tous les chrétiens du monde à se mettre la main dans la main. Ensemble. Pour la mission. Jeunes, vieux. Oui, parce que nous avons constaté qu'il y a des petites guerres qui se mènent entre les chrétiens. D'autres disent, c'est moi, nous sommes bons. D'autres disent, c'est nous sommes si. Non. La parole, elle est unique. Et la mission, c'est d'aller sauver. C'est d'aller sauver. C'est pourquoi l'apôtre Pierre a prêché la repentance. Et après la repentance, on reçoit l'Esprit Saint. Quiconque reçoit l'Esprit doit être transformé. Si nous fêtons généralement la Pentecôte et que nous ne sommes pas transformés, alors là, nous ne sommes pas encore... C'est qu'il y a un souci. Un grand souci. Voilà. Beaucoup d'amour aussi. Hein. Oui. Beaucoup d'amour autour de nous. Merci à vous, évangéliste Aouira. Merci de nous avoir parlé de cette nuit de la Pentecôte chez les chérubins et séraphins à l'année prochaine déjà. J'imagine que vous pensez déjà à l'édition prochaine. Oui, nous invitons le succès connu tous par, les chrétiens. Oui. D'accord. Notre podium est réservé pour tous les chrétiens. Tous les chrétiens. D'accord. Et nous invitons aussi tout le peuple béninois. Vous pouvez être nos chrétiens. Et venir. Dieu. Voilà. Dieu est unique. La parole est unique aussi. Merci à vous, Merci. évangéliste Aouira. À présent, l'actualité sportive avec mon cher Blaise Adinko. On le retrouve après ceci. Et oui, c'est
c'est aujourd'hui. Enfourchez la trompette partout et dites-le que c'est aujourd'hui. C'est le jour du match pour les Guépards. Bonjour Blaise. Bonjour Rachidat, Pure Maman. Bonjour à toutes. C'est un grand jour, n'est-ce pas? Oui, grand jour pour les Guépards du Bénin qui affrontent les Lions de l'Atlas. C'est dans le cadre d'un match amical des journées FIFA. Le match sera en direct sur les antennes de la SRTB, c'est ça? De la SRTB, c'est ça. Maroc-Bénin, vous voyez l'affiche, un match en direct sur Bénin TV à partir de 21h. Le match démarre à 21h, dont la prise d'antenne est à partir de 20h30, juste après le journal télévisé, journée FIFA, donc match très important, puisque en 2019, vous vous souvenez de cette belle histoire pour le Bénin qui se qualifiait pour les quarts de finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Ça s'était joué en Égypte et le Bénin se qualifiait face au Maroc. Le Bénin n'était pas favori dans la rencontre, mais l'équipe dirigée pendant cette période par Michel Dussuet s'est imposée et avait sorti en 2019 un grand favori de la compétition. On va revoir les images de cette rencontre. Évidemment, la CAN, ça compte dès les phases de poule. Il n'empêche que maintenant, ça compte peut-être encore plus. Ce sont des matchs à qui tout double. Ça démarre avec la phase finale de cette Coupe d'Afrique des Nations 2019 en Égypte. Premier huitième de finale entre les Marocains et les Béninois. C'est lui qui va frapper le corner. Oh, la reprise! Et le but pour le Bénin! Énorme! Moïse Adiléou pour permettre aux écureuils d'être devant. Ça s'est joué comme on pouvait s'y attendre pour eux sur un coup de pied arrêté. Premier but en sélection pour le joueur de Nevadiakos. Grâce au pied gauche d'Hakimi. Oula! Oh, le raté! En-Nesyri dans la surface. En-Nesyri pour battre le gardien. Une erreur et ça se paye. Il traînait Boussoufa, il traînait En-Nesyri. Et le fait d'être dans la zone change tout. Olivier Verdon avec quelle conclusion face à Bounou. Le Béninois contre le Marocain. Avantage attaquant. 1-0 pour Idrissi, super, va partout. David Gigla, un peu d'élan. David Gigla, le contre-pied, ça marche. Et ça fait 2-1 pour les écureuils du Bénin. Pour permettre aux Marocains de revenir à 2 partout. Alagbé en face pour donner un avantage au Bénin. Bouffal, c'est au-dessus. Hanan, Bounou. Avantage Hanan en force. 3-1. En-Nesyri. En-Nesyri s'est détourné. Alagbé qui la touche. Et il va avoir 2 balles de match maintenant les écureuils du Bénin. La surprise ou le sursis. C'est la surprise avec le Bénin qui se qualifie pour les quarts de finale. Ça n'est pas un miracle, mais c'est en tout cas un coup extraordinaire pour les écureuils. Le Maroc, qui faisait partie des favoris de cette Coupe d'Afrique des Nations, voit son parcours s'arrêter là. Pas de quart de finale pour les Lions de l'Atlas. Ce sont les écureuils qui poursuivent leur route. On se souvient encore, Blaise, de ces moments d'euphorie. On n'y croyait pas, mais on avait réussi quand même, on a réussi. C'était le premier huitième de finale de cette Coupe d'Afrique des Nations et tout le monde voyait déjà le Maroc passer. Malheureusement, sur la voie des Marocains, il y avait les écureuils. Les écureuils devenus aujourd'hui guépards. Et donc, entre 2019 et 2025, beaucoup de choses ont changé au sein de ces deux équipes. On a le Maroc qui a enchaîné, après 2019, 2 Coupes d'Afrique des Nations, du côté deux Coupes d'Afrique des Nations, notamment avec cette participation également du côté de la Côte d'Ivoire. Et on a également une équipe marocaine qui est quand même demi-finaliste de la Coupe du Monde. Donc, ce n'est pas une équipe à négliger. C'est une équipe bien en jambes. Bien en jambes. Et du côté du Bénin, il y a également quelques changements aujourd'hui au sein de l'équipe.
Mais beaucoup qui ont participé également à cette rencontre face aux Lions de l'Atlas en 2019. Certains sont là. L'entraîneur, il a changé. Aujourd'hui, c'est Gernot Rohr qui est là et Alabé qui avait arrêté ce tir au but. Il est toujours là. Donc, pour les Marocains, ils sont favoris quand même. Hein? Ils sont favoris, oui. Mais pour eux, c'est une revanche à prendre face au Bénin. Et donc, c'est pour cela que, tenez-vous tranquille, ils ont payé tous les 45 000 tickets du stade de Fès. Pour que le stade soit rempli. Ah, de toute façon, le stade, il est rempli déjà parce que les informations, c'est que 2 jours avant la rencontre, il n'y avait plus de tickets disponibles pour donc cette affiche qui sera en direct sur les antennes de Bénin TV. Ne ratez surtout pas ce rendez-vous footballistique, c'est à 21h ce soir. De beaux moments à passer certainement, mais il y a une chose qu'il faut retenir, impossible n'est pas béninois. Ouais, si vous aimez, le Bénin fait partie de ces équipes-là qui créent la surprise parfois. Qui mettent souvent fin à la suprématie des équipes. Je me rappelle également l'Algérie qui était venue ici. Les Algériens sont repartis avec une défaite. Il fallait gagner. Le Bénin est quand même habitué à ça, mais après la vérité sur le terrain est tout autre chose. C'est un match amical et les Marocains ont eu déjà un premier match amical avant donc de pouvoir affronter le Bénin ce soir. C'est que les Marocains se sont imposés 2-0 face à l'équipe de la Tunisie avec des buts marqués notamment en toute fin de partie. Ce sera un match âprement disputé ce soir, 21h, n'oubliez pas. Et on parle toujours de football, on s'intéresse maintenant à la Ligue Pro, 34e journée. Oui, 34e journée pour dire, avant-dernier pas donc de ce championnat professionnel de football. À l'écran, on voit les qualifiés pour la Ligue 1, ce qu'on appelle la première division. Parce qu'à partir de la saison prochaine, il n'y aura plus ce format du championnat en zone. Vous voyez les qualifiés des habitués qui sont quand même qui sont présents avec l'AS Cotonou, Aspac, Sobemap, Asvo, Ayema Dadje et Coton. Également l'Auto FC, la JS Pobet, Audio, l'US Cavalier. Les Buffles du Borgou, très important. Le club de Parakou qui a notamment... club mythique, il faut préciser. Oui, qui a notamment été champion du Bénin et qui aujourd'hui est un peu dans le dur parce qu'en face, il y a également d'autres concurrents qui ont donc émergé, notamment Coton et Dadje qui vont notamment s'affronter le week-end prochain pour déterminer qui sera le champion du Bénin. Coton, est-ce que Coton va pouvoir faire la passe de 4 ? Parce que c'est très important. Est-ce que Dadje va remporter son premier titre? Ça va faire bien évidemment le bonheur de la communauté Adja. On ne sait pas encore où est-ce que cette rencontre... Il y a quand même il y a un avantage pour Coton FC. Oui, c'est quand même le champion en titre qui quand même a besoin également de montrer qu'il est quand même le maître sur le plan national. Donc, en clair, c'est un gros rendez-vous à prendre le week-end prochain pour savoir entre les deux équipes, Coton et Dadje, qui sera sacré champion du Bénin. L'autre chose, c'est qu'on a vu les Dragons de Lomé parmi les qualifiés. On comprend clairement qu'on n'aura pas droit au classico béninois. Dragon est présent en première division désormais, mais les Requins de l'Atlantique n'y sont pas. Les Requins de l'Atlantique sont donc en deuxième division. De l'autre côté, une grosse équipe également qui n'est pas en première division, les Panthères de Djougou. Une belle équipe. Très belle équipe. Voilà. On va parler maintenant du tournoi Wafou. Oui, le tournoi Wafou qui va donc se dérouler au Ghana à partir du 15 juin prochain. Le Bénin sera face à l'équipe de la Côte d'Ivoire, entrée en compétition le 16 juin pour les Guépards U20. Ensuite, le 19 juin, le Bénin va affronter le Sénégal et finit donc la phase de poule face à l'équipe de la Sierra Leone le 21 juin. On va poursuivre toujours et parler de Ligue des Nations avec le Portugal qui a remporté la Ligue des Nations à la séance des tirs au but, notamment face à l'équipe de l'Espagne. L'Espagne qui avait écrasé la France dans un match spectaculaire. 5-1 pour finalement donc
remporté cette demi-finale face à la France 5-4 et les Portugais qui hier l'ont remporté, donc ont remporté ce trophée à la séance des tirs au but face à l'Espagne qui était donc tenant du titre. On va finir avec du tennis, si vous le voulez bien, avec un match qui va rester donc dans les annales de Roland Garros, oui, avec Alcaraz, l'Espagnol, qui s'est donc imposé pour remporter une deuxième fois. Le Roland Garros. Oui, Roland Garros. On parle de match titanesque puisque vous voyez, il était mené 2-7-0, il est revenu et il a remporté les 3 derniers sets pour s'imposer et remporter ce trophée, ce grand chelem Roland Garros. 5h29 de match, c'est la plus longue finale de l'histoire de Roland Garros entre Sinner qui va malgré tout rester numéro 1 mondial. Donc, voilà au classement donc, des joueurs de tennis. Allez, sacrée remontada de Alcaraz. Merci Blaise Adinco. Merci. On va se retrouver demain toujours pour l'actualité sportive. Et vous qui nous suivez depuis ce matin, merci d'avoir été des nôtres. Toute l'équipe de réalisation de ce matin vous souhaite de passer une fois encore une belle journée de Pentecôte. On se retrouve demain, 7h.